En étant atteint, on va pouvoir démarrer le conseil. Donc, je vous demanderai de signer maintenant le feuille de présence. Donc, elle va faire le tour. Et donc, qui souhaite être secrétaire de séance? Alix, toujours. On la remerciera assez, parce que sinon ça tombe sur n'importe qui. Voilà, donc merci à toi. Donc, Céline, pour les procurations, donc Céline Vermosen donne procuration à Benoît Delaunay. Ah, elle est là. Je pas vu. Si jamais ça se prolonge, oui, si ça se prolonge, voilà. Bon, pour l'instant, elle votera tant qu'elle sera. Ok. Michael David donne procuration à Philippe Cressard, qui animera sa commission, je suppose. Oui. Ok. Stéphanie Herbel donne à Aurélia, procuration à Aurélia Brun. Gilles Larouette donne procuration à Philippe Morel. Virginie Postec donne procuration à Christelle Rancuménage. Ah ben, oui, d'accord. Bertrand Robert donne procuration à Patrice Sabatier et Catherine de Rosamer à Clément Gilly Robert. Voilà. Voilà pour les procurations. Donc nous avons délibéré sur l'approbation du PV de la dernière séance du Conseil, la composition du Conseil communautaire, du mandat 2026-2032, l'accord local, validation d'avenant numéro au traité de concession et autorisation donnée au maire, validation du prix de vente actualisé du prieuré, autorisation donnée au maire pour signer la promesse de vente. Je pense que si ça ne vous ennuie pas, comme les personnes de Viabilis sont ici, on commencera, s'il n'y a pas d'objection, par cette délibération. Il y a des objections? Non? Bon. Eh bien, on commencera par ça. Ensuite, mon cession de la parcelle cadastrée, section OE numéro 469, le PLU, modification simplifiée numéro 7, la réalisation d'un contrat de prêt de transformation écologique d'un montant total de 800 000 auprès de la Caisse des dépôts et consignation pour le financement de la rénovation de l'école des Sidoniens au Sénier. Convention de mise à disposition du minibus de la commune à l'association de salle d'accueil. Voilà. Et les différentes actualités, les différentes commissions. Donc, je vais commencer tout de suite pour la validation d'avant 1 du traité de concession et autorisation de maire. Donc, madame. Pardon. Oui, c'est ce que je dis. Sur le premier, non? Ah oui, oui. Oui, mais je peux revenir après. Non, c'est bon. Alors, on va faire, puisque moi, je ne vais pas déclarer mon DGS. On va donner. J'y étais plus. À un moment où je n'avais pas vu, donc c'est pour ça, je ne suis pas l'habitude. Donc, l'approbation du procès verbal du Conseil municipal. Donc, vous avez connaissance du PV du Conseil du 1er avril 2025. Avez-vous des remarques particulières à apporter à ces derniers? Monsieur Chapeau, oui, j'ai vu une note. Bonsoir, Patrick Chapeau. Bonsoir, Patrick Chapeau. Oui, je vais tardivement, je m'excuse, envoyer mes remarques sur le PV du 1er avril. C'est concerné les échanges qu'on a vus en fin de conseil sur les écoles. Alors, je ne sais pas si vous avez envoyé le mail. Est-ce que vous avez vous avez pu intégrer et vous avez pu intégrer les échanges au PV ou pas? Non, encore. Encore. Vous voulez que je lise les... Vous pouvez, oui. Ça, c'est concerné l'échange de mon intervention suite à l'intervention d'Aurélia Audrin. Donc, Aurélia, je complète les propos d'Aurélia, donc Aurélia me dira si elle est d'accord avec ça. Alors,
Madame Aurélien interroge le fondement de l'intervention de Madame Virginie Postec. Et ensuite, moi, j'interviens. M. Patrick Chapeau n'avait pas prévu d'intervenir, mais il prend la parole pour répondre à Aurélien Autain et à l'ensemble du Conseil. Les élus de la minorité sont dans leur rôle. Il ne s'agit pas de polémiquer pour polémiquer, mais d'être dans des débats contradictoires. On vient de parler du budget et on est en droit de s'interroger quand les coûts de la rénovation des écoles passent d'1,5 million d'euros à près de 3 millions d'euros. Voilà. C'est ce que j'avais dit de mémoire avant de tourner la main. Ok, est-ce que tu n'as rien à dire sur la chose, Aurélien? Bonsoir, mon Philippe, merci. Ok, écoutez, ce sera rajouté au PV. Michel, je remarque quand même, je crois que tous les propos sont enregistrés. Oui. Donc je pense que le compte rendu, c'est le reflet exact de ce qui s'est dit dans le conseil. C'est pas le cas, non. Alors, il y a Michel, pour information, des fois, comme on le fait par une entreprise, ils prennent les choses les plus essentielles, ce qu'ils pensent, eux, les plus essentiels, qui peuvent vous passer pour essentiel pour eux. Voilà, donc on rajoute, voilà, c'est pas un problème. Voilà. Excusez-moi. Oui. Moi aussi j'étais intervenue, mais en fait, comme ça nous semblait pas essentiel, on n'a pas notifié pour monter dans le PV, mais il manquait d'autres interventions. Ok, c'est pas un problème, ça sera remis. Voilà, donc je voulais, pour expliquer, donc je reviens à la validation d'avenant du traité de concession et l'autorisation qui sera donnée. Je voulais vous présenter donc M. Erwan Dumont, qui est le directeur de Viabilis, et Mme Broussin, qui est responsable du pôle montage au sein de Viabilis, et donc juriste en fait, c'est ça sur Viabilis. Voilà. Donc, je vais vous laisser avancer le projet. Non, Michel, tu voulais dire un mot au départ? Oui, je veux bien dire un mot, mais moi je parlerai de la délibération proprement dit. Je pense que le rôle des gens de Viabilis ce soir, c'est d'expliquer pourquoi on fait cet avenant numéro 1 et qu'on regarde sur le prix de cession de la parcelle. Je laisse expliquer le pourquoi. Voilà, vous avez un micro, je vous donne je vous donne la parole pour expliquer. C'est votre téléphone. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous, merci beaucoup de... Non, attendez, prenez celui-là. Là, c'est bon. Bonjour à tous, merci beaucoup de recevoir aujourd'hui. Effectivement, vous nous avez vu il y a quelques temps maintenant, au moment du choix de l'aménagement, l'aménagement du secteur du prieuré, puisque le Conseil municipal a délibéré sur notre désignation. Donc on a commencé à l'issue de notre désignation en fin août 2023. On a réalisé une partie des études préalables à l'aménagement du secteur du prieuré. Et on a des points qui ont été soulevés, qui ont un impact fort sur l'opération, et de travailler le bilan. Alors, je crois que ça a été présenté en commission, mais peut-être pour repréciser les choses, initialement au moment du traité de concession que M. le maire a signé après délibération, on a élaboré un bilan d'aménagement qui fait partie d'une annexe du traité de concession, d'où la proposition ce soir que vous validiez un premier avenant au traité, qui établit les recettes et les dépenses qu'il y a au sein de l'opération d'aménagement que vous nous avez concédée. Ce bilan initial il avait été basé sur des hypothèses qui avaient été faites au moment de notre réponse à la consultation, c'est-à-dire un bilan qui a été établi sans fouilles archéologiques qui sont maintenant prescrites sur le secteur, qui n'étaient pas prescrites au stade de la consultation et qui sont en tout cas pour partie à notre charge, comme un diagnostic archéologique qui peut être payé directement par la DAREC pris en charge au moment d'un permis d'aménager. Là, pour le coup, le secteur a été soumis à fouilles archéologiques donc, qui sont sous maîtrise d'ouvrage de l'aménageur et qui doivent être financés par celui-ci. Donc ça, c'est des éléments qui ont un impact fort sur l'opération, puisque au sein du projet Viabilis, il y a 2800 m² de fouilles qui sont prescrites. Alors,
Je ne sais pas si vous avez en tête le projet, mais il y a les fouilles qui ont été prescrites, qui ont une partie sur le projet d'Habitat 44 qui a été autorisé par permis de construire l'année dernière. Donc ce projet est extérieur à notre périmètre d'intervention, mais c'est important de le préciser aussi, parce que c'est des fouilles qui ne seront pas prises en charge par Viabilis, mais qui peuvent avoir un impact également pour la commune. Nous, on a chiffré ces fouilles sur le périmètre exclusivement de la concession d'aménagement à 61 600 €, qui sont à intégrer, qui n'étaient pas prévus initialement. Donc ça, c'est un coût supplémentaire qui a réintégré au bilan. En plus de ces mauvaises nouvelles de fouilles archéologiques, on a également échangé longuement avec la commune, vos services et les services de la DDTM qui suivent de très près le projet. Pour réaliser l'opération d'aménagement, il y a la suppression de zones humides qui avait été identifiée au stade de la concession d'aménagement. Sauf que la DDTM nous a demandé deux choses: de travailler sur non pas une déclaration mais une autorisation au titre de la loi sur l'eau. Donc c'est une procédure plus longue, plus complexe, qui est soumise à avis du public, à étude d'impact. Donc c'est une procédure à la fois plus longue et plus complexe, et les services de l'État nous demandent également dans le cadre de notre autorisation, de régulariser également les problématiques de suppression de zones humides que vous avez sur votre maison médicale, qui a déjà été réalisée, et sur le projet d'Habitat 44. Donc ils nous demandent de travailler sur un projet d'ensemble d'autorisation environnementale qui a un coût à la fois en termes de procédure, puisqu'on doit aller beaucoup plus loin dans les demandes des services de l'État, et également des demandes en termes de mesures compensatoires qu'on avait chiffrées au stade de la consultation. Sauf que les services de l'État nous demandent de compenser exclusivement sur le secteur qui vous appartient des journaux. Donc c'est un des sites qui avait été ciblé au moment de la concession, mais il n'y avait pas eu le détail précis de ce que souhaitaient les services de l'État. Et en termes de compensation, ils nous demandent de rendre nouvellement une ancienne zone humide remblayée, sauf qu'aujourd'hui le remblai comporte des terres polluées. Donc effectivement, les demandes des services de l'État de travailler sur ces compensations exclusivement sur le site des journaux a un impact fort, puisque aujourd'hui, en termes de, je vais pouvoir vous dire ça, en termes de travaux, vous aviez 200 000 € de travaux de compensation initialement prévus. Aujourd'hui, avec l'évacuation des terres, les mesures compensatoires et l'évacuation des terres aussi polluées, on se retrouve à des mesures de compensation qui s'élèvent à 900 000 €. Alors ces 900 000 €, ils sont, comme je le disais, à la fois sur le projet Viabilis, enfin le secteur du prieuré, on va dire ça comme ça, et sur le projet du pôle santé et d'Habitat 44. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cadre du strict bilan qui est aujourd'hui proposé à la validation, on se retrouve à un budget de mesures compensatoires qui passe de 200 000 à 570 000 € à peu près sur l'opération. Donc c'est des frais supplémentaires qui sont impactés. On a essayé d'échanger avec les services de la DDTM pour trouver un compromis, de se dire qu'on n'est pas forcément contre, nous, compenser sur un secteur qui est environnementalement intéressant à cet endroit-là, mais peut-être se dire de travailler sur un autre secteur aussi de compensation qui serait moins impactant en termes de travaux et en termes de finances. Les services de l'État m'ont confirmé le mois dernier qu'ils voulaient que ce soit exclusivement sur le secteur des journaux. Donc ces demandes exclusives font qu'aujourd'hui on n'a pas trop le choix. Pour aménager ce secteur-là du prieuré qui est bien identifié comme humide, il ne pourra être aménagé qu'une fois qu'on a compensé avant même d'aménager. Et donc pour ne pas avoir d'impact sans compensation. Et pour ça, les services de l'État demandent que ce soit exclusivement cette manière de compensation. Donc aujourd'hui, on est bien conscient que ça a un impact fort sur les finances de l'opération, mais si on veut que cette opération puisse sortir, c'est les seules mesures qui seront acceptées par les services de l'État, qui de toute manière ne nous donneront pas l'autorisation de commencer les travaux tant qu'on n'aura pas donné satisfaction sur un certain nombre de points réglementaires, et notamment cette compensation.
Donc aujourd'hui, on essaie de retravailler notre projet pour se dire, aujourd'hui, on a des frais supplémentaires importants qui nous sont présentés. Comment est-ce qu'on peut essayer de travailler nous aussi le projet d'aménagement que vous aviez sélectionné pour essayer d'améliorer le bilan, en tout cas de ne pas le faire baisser. Donc on a essayé de retravailler nous avec nos services un projet d'aménagement qui soit plus cohérent en termes de demande de nos acquéreurs sur les secteurs. Donc aujourd'hui, le projet d'aménagement, finalement, on ne va pas gagner de recettes, mais on va sécuriser. Les recettes étaient peut-être un petit peu ambitieuses au moment du traité de concession. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec des tailles de lots qui correspondent exactement à la demande et un prix de sortie qui aujourd'hui est en adéquation avec le marché, qui, comme vous le savez, a évolué depuis les 2 dernières années, depuis qu'on avait répondu à la concession d'aménagement. Donc il faut aussi se dire que là, vous avez fait le choix de travailler sur une concession. C'est un projet partenarial pour l'ensemble. C'est aussi pour ça qu'on vient tous les ans vous présenter le bilan opérationnel, c'est de se dire que c'est un projet sur la longueur. Et il faut aussi prendre en compte les aléas qu'il peut y avoir. Donc dans le traité, vous avez bien des clauses de réexamen qu'on appelle du traité de concession. Donc vous avez les éléments procéduraux, donc en l'occurrence l'autorisation environnementale que j'évoquais, les contraintes environnementales, donc les eaux humides et les fouilles archéologiques. Donc tous ces éléments-là font bien partie des clauses du traité que nous avons signé avec M. le maire, qui nous amène aujourd'hui à avoir retravaillé un bilan d'aménagement sur ce projet afin qu'on retrouve un bilan équilibré. Alors on ne fait pas du tout plus de marge, on en fait même moins. On a essayé de rééquilibrer le bilan pour se dire on doit un peu partager les imprévus, on va dire ça comme ça, pour se retrouver avec un bilan qui reste équilibré. Il y a la nécessité de prendre sur le prix du foncier. Aujourd'hui, initialement, dans notre traité de concession, on acquérait le foncier à 1 770 000 €. Aujourd'hui, pour avoir un bilan équilibré, on propose, d'où la proposition de la deuxième délibération de validation du prix du foncier, d'acquérir votre foncier à 1 045 000 €. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cadre de ces réévaluations de prix de foncier, de modification de terrain public, vous devez consulter les domaines qui ont une vision exhaustive de votre territoire, des ventes qui se sont faites et qui sont censées donner un prix réel de vos biens. L'avis des domaines a mis beaucoup de temps à être rendu, c'est aussi pour ça qu'on vous présente ça qu'aujourd'hui, puisqu'ils ont demandé un certain nombre de compléments, ils sont même allés beaucoup plus loin, puisqu'ils nous ont demandé de justifier ce que je vous explique aujourd'hui, à savoir les fouilles archéologiques, les éléments environnementaux. Donc ça a mis un petit peu plus de temps. Vous avez reçu un avis en avril des domaines qui fixaient le prix, on va dire, réel ou acceptable de votre foncier à un prix de 997 460 €, plus ou moins 10%. Donc aujourd'hui, nous, on propose d'aller un petit peu au-dessus, on est dans la fourchette des 10%, mais d'acquérir votre foncier à 1 045 000 €, ce qui permet de prendre en compte les contraintes archéologiques, environnementales et procédurales qu'on nous a détaillées. Voilà, alors vous avez eu le projet maintenant en annexe à la convocation, vous avez pu le lire, donc on va passer aux questions, s'il y a des questions. Monsieur Chapeau. Alors, Patrice Chapeau, attendez, je cherche une... Voilà. Donc, avant de laisser la parole à ma collègue Aurélie Valadi, je voulais simplement réagir sur la commission du 16 mai, puisque le conseil de ce soir était prévu le 13 mai. Il a été décalé pour aborder en commission urbanisme la concession du parti du prieuré à Nice. Et on estime, enfin moi j'estime pour ma part que cette commission a été bâclée, puisque aborder en commission un texte légère en 15 minutes, oui, mais
quand même pas très sérieux, même une farce. Au regard des enjeux, au regard de la complexité du dossier, et des centaines de milliers d'euros à la charge de la commune, les élus qui ont droit d'avoir le temps nécessaire pour être pleinement informés et éclairés des tenants et aboutissants de l'ensemble du dossier et du priori. La commission du Fresnel est donc une farce qui est pour nous un déni de démocratie, voire même une obstruction au droit de regard des élus. Les conseillers municipaux méritent un autre traitement. Voilà, je dis ça parce que je trouve que faire une commission d'un quart d'heure sur un sujet aussi grave, qui décale le conseil, c'est non, ça ne va pas. Voilà. Michel, Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Chapeau. D'abord, la commission n'a pas été bâclée. J'ai évoqué tous les thèmes qui ont été évoqués ce soir, c'est-à-dire les thèmes de compensation des zones humides, le thème des fouilles archéologiques, le thème de la réévaluation, de la sous-évaluation du foncier. Vous êtes arrivé en retard, je repris la commission exprès pour vous, et je pense que tous les mois cette commission pourrait le dire, donc vous ne pouvez pas dire que c'est une farce, ça je ne peux pas l'accepter, vous ne pouvez pas dire que ça a été bâclé, tous les éléments que vous les avez eus, si vous avez des questions, j'ai rien répondu, mais ne dites pas que c'est une farce, ça je ne peux pas l'accepter. Monsieur Gall. J'étais à la commission dès le départ, donc je vais témoigner aussi de comment ça s'est passé. Vous n'avez pas donné de détails sur la compensation, j'en ai demandé à un moment où j'ai eu faim de non recevoir. Donc on n'a eu aucun détail, que ce soit sur les fouilles archéologiques, et même le résultat des fouilles. Et le dossier de la compensation, on n'a eu aucune précision. Et lorsque M. Chapeau est arrivé effectivement en retard, vous n'avez fait que répéter les propos que vous aviez dit 5 minutes avant. Madame Baladier. Attendez, appuyez pas. Voilà. Aurélie Baladier, bonsoir. Alors moi j'ai quelques questions. Déjà en première remarque, alors je m'adresse plutôt aux élus. Le sujet de la zone humide est loin d'être une nouveauté. On vous a prévenu longtemps, dès le début du mandat, sur les enjeux, sur les risques, sur les coûts. Je me souviens même qu'en commission d'aménagement, la commission qui a permis de choisir l'aménageur, je me souviens très bien être intervenue sur les coûts de compensation qui étaient très inférieurs à ce qu'on pouvait imaginer. Ce serait d'être juste. Après, sur le sujet, oui. Je voudrais tout de suite vous répondre sur ce point-là, parce qu'après vous allez emmener, et je pense que ça peut-être plus, mais il faut savoir que les compensations au départ étaient liées qu'à un seul élément, et donc on était, enfin tout le monde en était loin, à un seul élément. Et quand on est revenu de vacances, au mois de septembre, il y avait avant que la flore, et après il y a eu la faune, c'est ça, Michel. À l'époque, il fallait que les deux éléments qui caractérisent une zone humide soient positifs. Nous, on n'avait qu'un seul élément, donc on n'était pas considéré comme zone humide. Et ensuite, après, effectivement, que le Sénat ait rendu sa copie, il fallait qu'un seul des éléments soit positif pour déclarer une zone humide. Alors là-dessus, je rebondis. Quand on a choisi l'aménageur avec un bilan, c'était déjà le cas, puisque vous aviez déjà lancé les études. Voilà, donc vous savez déjà que c'était la zone humide, il n'y avait aucun doute par rapport à ça. D'autre part, l'appréciation du projet global. Ça, on vous a prévenu aussi que la DDTM allait forcément refuser de saucissonner les projets. On a une orientation d'aménagement au plus sur l'ensemble du secteur. C'était évident qu'on pouvait, la vente du terrain à la maison médicale puis à l'Habitat 44, c'est du saucissonnage de projet pour eux. Enfin, ça, on vous avait prévenu aussi, donc c'est pas du tout pour nous, en tout cas, une surprise de dire qu'ils demandent un projet et une autorisation globale. Suite à ça, donc on a pu voir les montants évalués, donc on est à 905 000 € de compensation aujourd'hui, sans être encore rentré sur le terrain et avoir vu ce qui se passait aux journaux. Ce qui veut dire que dans la concession aujourd'hui, on a 569 000 € pris par l'aménageur, c'est normal, c'est son opération. Mais qui paye le delta des 335 000 € qui correspondent à l'Habitat 44 et à la maison médicale? Ça sera négocié avec l'Habitat 44. Pour l'instant, on n'a pas évoqué ce problème avec l'Habitat 44. En ce qui concerne les fouilles archéologiques, je sais que les bailleurs sociaux peuvent être exonérés de 75% des fouilles archéologiques.
Et il faut qu'eux paraissent comme maître d'œuvre pour obtenir cette exonération. Alors, on s'entend bien, je ne vous parlais pas des fous, je vous parlais des zones. Le premier point, vous parliez de saucissonnage tout à l'heure. On avait un accord avec les DTM à l'époque. On avait un accord pour négocier, on avait négocié d'ailleurs avec eux, le fait de pouvoir compenser en 2 temps. Parce qu'on souhaitait à l'époque que les maisons seniors aillent plus vite que le projet du priori. On avait un accord de la DTM, on avait un mail de la DTM. Et après, ils sont revenus sur leur accord. Et on est témoin que dans une réunion, on leur a mis le mail sous les yeux, ils ont tiqué, mais ils n'ont pas voulu l'accepter, et ils nous ont demandé à nouveau de compenser une seule fois. Oui, mais alors, vous m'avez répondu sur les fouilles archéologiques, ça c'est un sujet. Moi, les 335 000 dont je parle, c'est la compensation de zone humide, parce qu'il y a quand même un sujet de la maison médicale qui a été vendue par la commune, le terrain, pour un projet qui faisait miraculeusement 990 m² de surface de plancher, qui permettait de placer sous le seuil les 1000 m² qui nécessitaient une déclaration sur l'eau de compensation de zone humide. Donc, super, c'est ça que j'appelle du saucissonnage. Si, c'est Je ne suis pas d'accord avec vous. La surface qu'on a vendue pour la maison de santé est 1500 m². On savait qu'à l'époque, on devait compenser. Et on avait négocié aussi le fait de commencer les travaux et de compenser ensuite avec le dossier du priori, l'habitat 44. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est 1500 m². Il n'y a pas de saucissonnage à 980 m². Le terrain faisait 1500 m², mais la surface de plancher construite, elle était à moins de 1000, juste en dessous des 1000. Bref, cela étant, ça ne veut pas dire que c'est pas le sujet. La question que je vous pose, c'est qui va payer la compensation de la maison médicale? Est-ce que vous allez retourner vers les médecins pour leur demander de payer? Habitat 44, c'est un bailleur social, ils vont devoir payer aussi pour leur terrain. On sait qu'ils ont des budgets hyper serrés pour sortir du logement social. Vous ne pouvez pas quand même leur demander de payer pour la maison médicale. Donc qui va payer? De toute façon, on va négocier avec Habitat 44. Pour l'instant, on n'avait pas de chiffre précis. Maintenant qu'on a un chiffre, on va revenir vers eux. Moi, je trouve pas ça normal que Habitat 44, qui est un bailleur social, paye pour une maison médicale privée. Je ne comprends pas votre logique là. C'est pas normal. Je ne parle pas de la maison médicale, je vous parle des maisons seniors. Moi, je vous en parle. Quand on dit qu'il y a 905 000 € de compensation pour le prieuré de la maison médicale Habitat 44, le prieuré majeur pour 569 000 €, c'est normal. Il y a les 335 000 qui restent, c'est pour la compensation de la maison médicale et d'Habitat 44. Je suis d'accord avec vous. Donc vous n'allez pas mettre les 335 000 à la charge du bailleur, c'est pas normal. On viendra vers bailleur maintenant qu'on a des chiffres précis. C'est ça qui se comprend. Donc, soit. Alors ensuite, j'ai d'autres questions. Donc, par rapport au projet, tout à l'heure, vous n'avez pas évoqué du tout dans l'avenant un calendrier revu. Vous l'avez dit, hein, on passe en autorisation, mais ça aussi, on l'avait nous anticipé, on l'avait déjà vu. Bref. Ça veut dire que là, en temps de procédure pour une autorisation, on part pour 18 mois, bon quoi. Dès lors, vous aurez déposé un dossier. Du coup, c'est quoi le nouveau planning de l'opération entre les travaux de compensation? Enfin, vous imaginez quand pouvoir viabiliser le terrain en fait? Parce que là, du coup, on n'a pas de. Enfin, je pense que ça aurait été bien que dans l'avenant, il y ait une actualisation du planning. C'est bon, ça marche. Donc on a travaillé, alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a gagné un peu de temps. On a travaillé en temps masqué avec la DDTM, puisque les 18 mois que vous évoquez, c'est aussi quand les services de l'État doivent analyser précisément les secteurs. Aujourd'hui, les services de l'État, comme je le disais tout à l'heure, ont déjà identifié le secteur des journaux, le gain opérationnel, donc on va gagner un petit peu de temps sur ces 18 mois-là. En termes de calendrier, ce qu'on s'est décalé, c'est qu'on attendait que ce soit officiellement validé avec vous ou pas ce soir en conseil municipal, mais on a déjà fait travailler le bureau d'études, on a déjà engagé faune, flore, puisque ça fait aussi partie du dossier d'autorisation environnementale unique, et des dossiers et de tous les calculs de zone humide. Il y a des inventaires qui ont été refaits, également sur le secteur d'Habitat 44 et alors la maison médicale, il n'y a plus de zone humide maintenant, mais les calculs ont été refaits pour qu'on soit en mesure dès cet été d'avoir une validation de principe de la DDTM sur notre compensation. En fait, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est de se mettre d'accord avec les services de l'État, parce que c'est la MNEZH, donc la méthode nationale de calcul des zones humides,
quelque chose qui est assez complexe, donc un gros tableau Excel de 15 pages, qui permet à terme de se mettre d'accord avec les services de l'État sur ce qu'on supprime et ce qu'on compense. Ils vont être très précis sur le type de compensation, l'équivalence fonctionnelle et sur le type de milieu. On ne peut pas compenser par exemple une prairie par un bois même si les deux sont humides. Donc ça c'est tout le travail qui prend beaucoup de temps, qui a déjà été fait du coup en amont avec la DDTM. En termes de calendrier, on se dit qu'on aura une validation de principe cet été. Donc nous, dès que vous avez délibéré ce soir, on va reprendre contact avec eux pour avoir un rendez-vous avant l'été. La rédaction du dossier d'autorisation environnementale unique sera faite à partir de septembre, juste après l'été et cette validation-là. On envisage de travailler en temps masqué sur le permis d'aménager, parce que vous évoquiez tout à l'heure les travaux de viabilisation qui sont certes liés à l'autorisation environnementale unique, mais aussi au permis d'aménager, parce que ça va être une autorisation globale. Donc on envisage de travailler sur le permis d'aménager fin 2025, une fois que notre dossier est bien déposé, enfin bien finalisé. Et on pense qu'on aura un permis d'aménager et une autorisation environnementale unique qui aura été passée en enquête publique. Tout ça autorisé pour décembre 2026. Donc ça va donner un mois, un an, un peu plus d'un an. Je veux dire qu'on aura travaillé nous sur le projet à la fois d'un point de vue environnemental, mais également architectural, puisque le projet de règlement sera travaillé avec vous, les échanges avec l'ABF se feront pendant ce temps-là, pour avoir une autorisation administrative délivrée par la mairie sous la forme d'une autorisation environnementale unique et un permis d'aménager. Fin 2026, avec une purge en mars 2027, donc des lancements de travaux de compensation qui se feront au deuxième trimestre 2027, ainsi que les fouilles archéologiques juste après, puisque comme vous le disiez, les travaux de compensation doivent être faits avant qu'on supprime les zones humides. Donc comme les fouilles archéologiques, ça détruit les milieux, ça va supprimer la zone humide. Donc ces travaux-là vont se faire prévisionnellement le deuxième trimestre 2027. Donc une acquisition du foncier mi-2027, qui sera confirmée suivant la date des fouilles, puisqu'aujourd'hui, nous, on va anticiper les choses avec les services de la DRAC pour sélectionner le prestataire qui fera les fouilles archéologiques. Donc on pourra travailler dessus, mais ce sera la DRAC qui aura le dernier mot sur le choix du prestataire et les dates de réalisation des fouilles qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc ça prend un peu de temps, mais aujourd'hui, comme vous disiez, les dossiers administratifs prennent du temps et vous avez des contraintes de fouilles qui doivent être réalisées avant qu'on achète le foncier. Merci. Réponse, Mme Valadier, oui. J'avais une autre question concernant le plan MAS. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez réévalué les montants, les charges foncières. Est-ce qu'il y a eu une évolution de plan MAS aussi? Oui, bonsoir, donc rapidement. Juste pour préciser juste un petit peu les choses, effectivement, vos questions sont légitimes, mais en même temps, je dois simplement rappeler que ces opérations de concession d'aménagement, elles se font, elles doivent se faire effectivement avec une validation, j'ai envie de dire, majoritaire effectivement des élus, parce que c'est un projet public, mais qui est porté, j'ai envie de dire, nous on est l'ensemblier de ces opérations-là, et on n'est pas sans savoir qu'effectivement on a une année charnière qui arrive aussi pour les collectivités. Je rappelle simplement qu'effectivement, malgré vous, tout l'investissement que vous y avez mis depuis aussi des années, donc l'équipe municipale, il y a une confiance qui nous a été accordée, donc on a aussi lancé des études importantes en interne, mobilisé beaucoup de moyens. Donc bien évidemment, nous, on souhaite, parce que sinon c'est l'argent public, vous savez comment ça s'utilise, nous, c'est notre argent aussi, donc on doit aussi redire les choses, c'est que c'est vrai que c'est un projet ambitieux, c'est un projet pour lequel on pense qu'effectivement, pardon,
Je pense qu'effectivement, c'est un projet pour lequel la commune, effectivement, doit s'inscrire sur la durée, parce qu'on sait aussi que la limitation des zones d'extension urbaine et en règle générale d'urbanisation va aussi diminuer. Donc voilà, je vous rappelle qu'effectivement, on est en train de mettre tout en œuvre. Bien évidemment, les difficultés, on doit les affronter aussi avec les collectivités. C'est pour ça aussi on souhaite être complètement transparent sur les échanges. Juste un petit mot sur les compensations, c'est qu'effectivement, c'est un travail quotidien que l'on mène sur différentes communes aussi. On a réussi à sortir différents projets qui nous ont aujourd'hui été valorisés dans certains cas par les services aussi de l'État. Donc c'est quelque chose pour lequel on croit, on immobilise beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais c'est aussi notre métier principal et c'est aussi un enjeu commun, c'est de pouvoir loger demain des familles, parce que ça devient aussi compliqué pour tout le monde, donc c'est pour ça que je pense que c'est là. Pour ce qui est effectivement de la programmation, on a voulu aussi retravailler un petit peu le projet sans en changer l'identité générale, simplement de se dire que sur la première partie de projet, on avait des terrains qui étaient d'une taille qui nous semblait trop importante aujourd'hui, compte tenu du marché et de l'acceptabilité des projets aujourd'hui qui sont réalisés et qui sont manifestés par la majorité de nos publics. Donc on voulait recadrer des surfaces de l'eau qui soient adaptables à un prix global maison plus terrain, qui permettent une offre plus diversifiée et de toucher un public plus large qu'un public de secondo ou accédant qui aujourd'hui ait besoin d'avoir revendu un projet pour pouvoir reconstruire. On s'aperçoit que cette clientèle-là aujourd'hui, on l'a beaucoup moins, donc c'est une réalité. Et donc le parcours résidentiel qu'on souhaite donner dans nos opérations d'aménagement, il va passer effectivement par cette mixité de tailles de terrain qui vont aller sur on n'a pas changé les plus petits terrains, et les plus grands terrains, je crois, Aurore, on doit être, je vais les yeux. 448. Donc voilà, on a des tailles de l'eau sur le plus grand terrain qu'on a fléché ici, fera 500 m², ou alors que dans l'opération précédente, on avait des terrains qui allaient 600 m², on était plus grand terrain. On avait des grands terrains. En fait, aujourd'hui, la programmation n'a pas d'être accessible. Pardon. Là, on n'a pas d'aide accessible. En fait, quand on parle de mètres carrés accessibles, c'est ce qu'on vend. On a essayé de trouver, comme le dit M. Dumont, sur le marché. On avait des trop grands lots. Alors, on va vous parler de moyenne, mais on avait des lots, certains lots notamment, qui étaient à un endroit précis de l'opération, qui ne sont pas des formes de lots classiques qui faisaient qu'on avait des lots en triangle. Des lots en triangle qui faisaient plus de 500 m², ce qui est aujourd'hui difficilement commercialisable. On sait que sur vos territoires, c'était des tailles de lots qui se faisaient. Aujourd'hui, au vu des demandes de nos acquéreurs, des lots de 448 m² moyens, ça fait que c'est des budgets qui sont trop importants. Et on était basé sur un prix de sortie à 360 € TTC du mètre carré. Ça faisait globalement des terrains de 161 000 €. Ça faisait un budget important pour les acquéreurs. Donc nous, on a travaillé non pas pour regagner plus de équipes, parce que le projet il est dessiné tel quel, on va pas pouvoir en imaginer ou en recréer. Mais par contre, on est sur des terrains qui sont plus petits, qui passent de 448 m² à 380 m². Donc sous les 400 m², et aujourd'hui c'est typiquement ce qu'on vend aujourd'hui en termes de taille de lot, et qui sont sur des prix baissés, parce que 360 € du mètre carré, ça nous semble aujourd'hui trop important. On est sur des lots à 320 € TTC du mètre carré. En gros, ça revient à 124 000 € le terrain, ce qui est un prix beaucoup plus acceptable pour les acquéreurs qui souhaitent s'implanter sur votre territoire. Vous parlez du plan de masse. Donc le plan masse n'a pas changé, en fait on a juste interverti la position du social qu'on a positionné là où il y avait des lots qui étaient un peu biscornus pour avoir des terrains à la place du social qui sont plus rectangulaires et plus classiques, mais le plan de composition en soi, les voies n'ont pas changé ou très peu, il y a très peu d'ajustements en fait. Ce qui est quand même un problème, c'est que si je n'avais pas posé la question, on ne saurait pas. Enfin, là, je m'adresse à l'équipe, parce qu'à quel moment en commission vous étiez vous informés de tous ces changements? C'était pas normal. C'était la dernière commission qui était soi-disant bâclée avec notre ami, c'était pas le projet, on parlait de l'avenir, on parlait de la justice.
l'application de la baisse de la taille du projet. Et alors, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, M. Chapon, non seulement tous les éléments ont été donnés dans cette commission, mais vous êtes reparti également avec le bilan financier qui a été distribué à tous les membres de la commission, le bilan financier. Il a été distribué dans la commission, donc c'est transparent, vous avez tous les chiffres d'avant, les chiffres d'après. Si vous les avez étudiés à loisir chez vous, j'imagine. Je vais répondre. Ce que je vais dire, c'est que, vu la complexité des dossiers, ça mérite quand même qu'on ait des commissions un peu plus longues qu'un quart d'heure. J'attire l'attention qu'on ait certains élus salariés. C'est heureux que les conseils soient des conseils de retraités. Moi, je peux dire, sinon, c'est compliqué pour nombre d'entre nous avec vos commissions auditeurs. Je le dis ici, ça c'est une réalité. Et si je suis arrivé en retard d'un quart d'heure, et quand je suis arrivé à 18h15, la commission était déjà terminée. Quand j'entends ce que nous disent les techniciens qui avaient dit ça, les enjeux, c'est intéressant. C'est très intéressant. Il y a plein d'informations que je ne connais pas. Moi, je suis un technicien. Je suis un élu, comme tout à chacun au conseil, on n'est pas des spécialistes de l'urbanisme. Et donc, et pour autant, on est élu par un salarié et on se doit de faire un travail sérieux, le plus exhaustif possible et de travailler avec le plus d'honnêteté possible. Quand on dit que ce nombre de conférences, un quart d'heure de mission, c'est pas suffisant. Et puis, c'est pas seul chez soi avec des chiffres. On peut comprendre les tenants et aboutissants des débats. Enfin, il faut qu'on ait des débats. C'est dans les changements contradictoires, on avance. On va bien. Là, le fait qu'on débat depuis presque une demi-heure, vous voyez, et on n'est pas au bout du sujet, et c'est des sujets importants, ça va impacter, ça impacte le devenir du cellier. L'habitat, ça impacte, c'est des sujets centraux. On ne peut pas avoir des commissions d'un quart d'heure. C'est ça, c'est dans ce sens-là, Michel. C'est inquiétant parce qu'on a un peu l'impression que les commissions sont faites simplement pour dire qu'il y a une commission, pour dire qu'on est dans les clous, et on peut y aller. Non, on mérite d'être traité à un autre niveau. Je voudrais, juste avant de donner la parole à Aurélien, dire aussi que nous aussi, autour de la table, on a un nombre d'élus qui avons eu un projet, et le projet, on essaye de le mener à bien, et donc on est aussi responsable de tout ça. Donc que vous ne soyez pas content parce que ça vous paraît trop court, ok, mais on n'a jamais caché le projet du prieuré. Enfin voilà, Aurélien. Merci Philippe. Je vais juste rebondir sur ce que disait tout de suite Patrice. En effet, c'est un projet intéressant, je trouve en tout cas. Ça donne quand même des enjeux à la commune, un futur avec des logements accessibles à tous. J'espère vraiment que ce projet, en tout cas, ira au bout. Merci. Michel, je voulais rajouter quelque chose. Oui, pour dire qu'en fait, la qualité d'une commission est liée au temps qu'on consacre. La prochaine fois, on va la commission. Bonne déduction. J'avais une question pour Jadis. Vous avez pas de micro. Voilà. J'ai une question pour Jadis. Vous avez dans votre budget estimé les mesures compensatoires à 569 000, enfin delta, à 569 000,81. Ça va être extraordinaire d'arriver à une telle précision. Peut nous dire un peu comment vous avez fait? Sachant que le terrain est clôturé, il a fait, vous avez peut-être fait des sondages. Et que se passe-t-il, je vais terminer la question, que se passe-t-il si demain il y a des découvertes? Alors, que vous n'avez pas prévu? Alors, il y a deux questions dans votre question. Alors, on a établi très précisément, parce que c'est pas anodin de vous faire une proposition de baisse du prix du foncier. Donc, on a fait vérifier les montants qu'on a affichés, à la fois par notre bureau d'études environnementales qui est effectivement passé sur le terrain pour faire des sondages, notamment des sondages de sol. On a fait valider les montants par un BE géotechnicien et on a en plus notre service interne à Viabiliste, notre responsable technique, qui connaît très bien ces sujets-là, parce qu'on a déjà travaillé sur d'autres projets. Donc, en fait, on a chiffré globalement toutes les mesures compensatoires et après, on a fait un prorata au niveau de la surface. C'est pour ça qu'on se retombe sur le projet de Viabiliste à 569 810 €, c'est une question de prorata.
Alors là, je ne vais peut-être pas détailler, mais on a chiffré précisément le décapage et l'évacuation des terres polluées, on a chiffré l'évacuation des terres saines, on a chiffré les mesures compensatoires, à la fois sur les journaux et sur le secteur des nous qui sont nécessaires à côté en plus, et le suivi des mesures compensatoires. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, il y a un dossier d'autorisation environnementale unique, mais en plus des études qu'on paye maintenant, il y a un suivi des services de l'État, qui est censé être donné aux services de l'État sur la forme d'un porté à connaissance pour s'assurer que ça fonctionne. Donc tout ça, ça a été chiffré et validé par 3 personnes différentes, histoire qu'on vous donne un vrai montant. Vous soulevez un point important, à savoir est-ce qu'on a des découvertes sur le site des journaux notamment. Vous avez aux extrémités du secteur DF, c'est le travail qu'a fait notre bureau d'études environ. Il est passé faire déjà 2 inventaires pour vérifier qu'il n'y avait pas d'espèces protégées. Parce que c'est pas seulement de se dire qu'il y a des espèces, mais c'est surtout des espèces protégées qui nécessiteraient un dossier de dérogation pour suppression d'habitat d'espèces protégées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce serait une autre procédure. Donc ce qu'on veut, c'est absolument éviter de se dire le site qui a été ciblé pour les mesures compensatoires qui est imposé par les services de l'État, on est en plus une autre procédure environnementale parce qu'on supprime l'habitat d'espèces. Donc ça, c'est des choses, pour le moment, on n'a pas identifié d'espèces protégées à cet endroit-là, mais c'est ce qu'on continue à faire, d'où les montants d'études aussi qui sont alloués. On se doit, nous, dans notre dossier d'autorisation environnementale unique, de justifier par notre intervention, on ne va pas avoir un impact en plus. Donc ça a bien été regardé, et à ce stade-là, avec les 2 premiers passages qui ont été réalisés, il n'y a pas d'espèces. D'accord. D'accord, j'ai bien entendu vos surprises. En cas de découverte, bon, je pense que l'impact le plus important, c'est la pollution des airs. Ok. Donc vous avez imaginé des formes de traitement. Là, c'est votre affaire. Hein. Mais en cas de découverte, si vous avez fait des sondages profonds, peut-être que vous avez effectivement des certitudes, mais en cas de découverte, de difficultés particulières, comment ça se fait? Comme tout chantier que l'on démarre, où on a un premier sujet qui sont les fouilles archéologiques. Bien évidemment, c'est aussi une première question, c'est-à-dire que quand il y a des fouilles, la découverte des fouilles peut complètement aussi figer un projet, ou en tous les cas le retarder encore plus dans le temps en fonction des découvertes. Là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu pareil, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, et on n'est pas suffisamment technicien, donc c'est pour ça aussi qu'on fait des bureaux d'études, et là on s'est affranchi de plusieurs avis pour justement être garant de la réussite de cette mission-là, parce que c'est vraiment important. Et effectivement, on saura au fur et à mesure des choses. Simplement, je peux vous assurer qu'on va essayer de mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas plus de déconvenus, parce que ça voudrait dire qu'on aura perdu beaucoup d'argent. Donc, mais ça reste effectivement une équation avec une inconnue, mais c'est comme on l'a sur, j'ai envie de dire, de nombreuses opérations. On a fait différentes opérations sur d'autres secteurs où jusqu'à une pré-validation d'un conseil municipal d'un projet de 90 lots, 3 jours après, on nous annonçait qu'il fallait le réduire de 50%. Voilà. Donc on s'adapte, c'est un peu notre métier, mais c'est une bonne question et effectivement, on devra s'adapter. Sachant que la règle est bien 50-50, c'est ça? La règle est bien 50-50? La règle au terme du contrat est bien une répartition à 50-50 des écarts, du fort positif ou négatif. C'est ça? Ce que vous évoquez, c'est le retour à meilleure fortune. Oui. En fait, effectivement, là, nous, ça reste des hypothèses, puisque aujourd'hui, comme le dit M. Dumont, tant qu'on n'a pas les devis d'entreprise qui vont intervenir, ça reste un chiffrage qu'on a calé. Ce qu'il faut se dire, c'est que le bilan qui a été réactualisé, il a été, il sera validé peut-être ce soir. Si finalement, ça nous coûte moins cher en termes de fouilles, en termes de compensation, vous avez effectivement un retour à meilleure fortune. Donc, quoi qu'il arrive, il y a 50% de la marge supplémentaire. C'est pour ça que j'expliquais que nous, on ne fait pas de marge supplémentaire. C'est que si finalement, on ne dépense pas tous ces sous, le solde de, finalement, des moins-values de dépenses,
sera répartie entre Viabilis et vous à 50-50. Donc en plus de l'acquisition de votre foncier, vous pourrez récupérer la moitié de ce qui ne sera pas dépensé. Madame Baladé. Oui, je pense que je vais répondre à vous, parce que je crois que je vois où il veut en venir avec sa question. C'est juste que si ça coûte plus cher, il y a quand même une clause de revoyure et il y aura un impact sur le bilan, c'est-à-dire que c'est la commune qui va baisser son coût de cession foncière, c'est forcément comme ça que ça va finir. Voilà, il faut le dire, parce qu'à un moment, personne ne le clair. Clémence, on parle que de ça. Non, bah non, là, on parle pas de ça, on parle de meilleure fortune dans le cas où ça coûterait moins cher. Bah non, il faut bien se dire que si ça coûte plus cher, c'est bien la commune qui va payer, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Après, moi je reviens sur l'histoire des coûts. Vous avez dit que la DDTM allait passer en autorisation, donc il y aura un arrêté loi sur loi qui va désigner la personne qui va devoir s'assurer de la réalisation et la fonctionnalité de la nouvelle zone humide. Donc en général c'est l'aménageur pendant quelques années et ensuite c'est la commune. Vous avez évoqué ces sujets-là parce qu'il n'y a rien dans le bilan sur l'entretien futur de la zone humide, d'éventuelles modifications, ajustements si ça ne fonctionne pas, et il n'y a rien en fait. Aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a les mesures de suivi, donc qui sont chiffrées dans le bilan pour un certain nombre d'années, mais qui sont en fait, là vous ne le voyez pas parce que c'est dans les mesures compensatoires. On a directement intégré ça dans le montant des mesures compensatoires. Et le deuxième sujet, c'est de se dire si malheureusement il y a besoin de revenir pour faire des travaux supplémentaires et ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on est incapable, notre bureau d'études est suffisamment compétent pour chiffrer et identifier les travaux nécessaires pour créer de la zone humide. Malheureusement, ça reste de la nature. Donc, d'où la nécessité de venir faire ce suivi pour s'assurer que ça fonctionne. Par contre, aujourd'hui, on est incapable de dire si malheureusement ça ne fonctionne pas, quels sont les travaux supplémentaires. Ce sera sans doute des travaux de mouvement de terre pour essayer de créer des tunnels, ce genre de choses. Et ça, c'est tout le travail qui va être fait à partir de septembre pour établir le dossier d'autorisation environnementale unique. C'est le détail qui sera fait à ce moment-là, parce que les services de l'État vont nous demander, au-delà de calculer le bien, de préciser les travaux. Donc ça, sur les secteurs, dans notre dossier, on aura un plan sur le secteur de compensation où on précisera quels sont les travaux qu'on va faire et la DDM validera ça. Mais par contre, à terme, si ça ne fonctionne pas ou pas assez, on est incapable de le chiffrer à ce stade-là. Et du coup, les mesures de suivi, ils vous ont donné un délai? À combien d'années vous êtes responsable? Non, à ce stade-là, on n'a pas encore ces éléments-là. Nous, on a chiffré à peu près 4-5 ans de mesures de suivi, mais ça dépend en fait de qu'est-ce qu'on fait comme travaux. Donc, c'est nous, les projets qu'on a eus à ce stade-là, c'était à peu près ces délais-là. Donc, 4-5 ans, au vu de la réalisation, de la commercialisation, ce sera pris en charge dans le cadre du bilan d'aménagement, puisqu'on sera encore aménageur de l'opération. Mais tout dépend de comment ça évolue. Attendez, il y a Madame Aubert qui voulait parler. Clémence G.I.O.R. Je voulais réagir un peu en lien avec ce qu'elle dit Aurélia, où je pense que la commune a besoin de logement, avait besoin de cette maison musicale qui est plutôt positive pour tout le monde, les logements seniors, tout ça est bénéfique à mon avis à terme pour la commune. Et c'est juste une remarque, je trouve qu'on est toujours à la critique, mais que finalement il n'y a pas de solution pour le remplacer non plus. Et que du coup on n'avance pas, malheureusement on n'arrive pas à avancer ensemble, mais on le sait depuis le début du mandat. Mais c'est dommage d'être critique sans construire autre chose et proposer d'autres solutions. Je veux dire qu'on avance puisqu'on est là et qu'on a fait cette réunion, la réunion et le conseil, on a déplacé le conseil pour toujours faire avancer le projet. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que je ne comprends pas toutes ces critiques parce que quelque part aussi, on ne peut pas dire s'il y a des travaux en surplus, on sait très bien, vous savez, vous travaillez dans l'État, qu'on n'a pas une boule de cristal pour savoir à la finale comment ça se fera. On espère, et avec les études, de rester dans les clous. On a parfois, et je l'espère, de bonnes surprises. Voilà, et je vous laisse la parole, M. Gall. Non, je voulais juste réagir par rapport à ce que vient de dire Clémence et je voulais rappeler la position de notre groupe sur ce projet. Ça fait depuis le début du mandat que ce projet il est complexe, il va coûter très cher. Il va coûter très cher parce qu'on sait depuis le départ que c'est une zone humide et qu'on s'entête à vouloir construire ici. Alors que depuis le début du mandat, et ça je suis désolée, mais c'est pas la première fois que je le dis en commission urbanisme, il fallait reprendre le PLU et redéfinir des zones constructives, travailler sur une opération d'aménagement
dans le cœur de Bourg, qu'on commence tout juste à évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire faire une zone d'aménagement concerté, rechercher, appréhender. Mais ça veut dire qu'il faut chercher le terrain, il faut Mais il n'y faire a la pas de terrain, prévention. vous savez bien qu'on essaie de regrouper maintenant des terrains. Qu'il n'y avait pas de terrain, on ne peut pas faire. Mais vous n'avez pas voulu. Non, mais les maisons de cette ampleur, c'est le seul terrain aujourd'hui possible, qui était possible. Donc c'est pour ça. Après, il y a des terrains, mais c'est que des pieds. On ne pouvait pas faire un lot à part. Vous pouvez faire une opération et après engager les préemptions, mais ça veut dire être proactif sur l'aménagement. Là, en fait, c'est facile, effectivement, ça avait l'air facile, le terrain était vide. Il n'empêche qu'il est beaucoup plus complexe au final. Ça fait 5 ans maintenant qu'on a élu, ça fait 5 ans que ça n'a pas avancé. Si on avait lancé une opération d'aménagement dès le début, ça se trouve, on serait déjà en train de commencer d'aménager. Donc c'est pas vrai, enfin nous on n'a jamais dit qu'on était contre faire du logement, on a toujours dit qu'il fallait le faire, on a toujours proposé des solutions de modification du coût et d'opération d'aménagement à monter, mais à chaque fois on nous a renvoyé sur le prieuré. Au final le prieuré ça va nous coûter donc 900 000 € de compensation, plus la gestion future de la zone humide, parce que la zone humide c'est 30 ans à gérer derrière pour la collectivité, plus le foncier qui est devenu estimé à 1,7 million, qui est déjà rendu à 1 million et qui va certainement descendre parce qu'il va falloir équilibrer l'opération. Tout ça pour combien? Une quarantaine de logements. Nous, finalement, on a quasiment la totalité qui est en logement libre. Et le logement libre, les gens, ils n'ont pas besoin de la collectivité pour ça. L'argent public, il est là pour loger les gens qui ont des difficultés à se loger en priorité. Au final, on va faire quoi là? Enfin, c'est quoi l'intérêt de cette opération? Moi, je ne comprends pas qu'on continue à s'acharner là-dessus. Bon, écoutez, c'est votre avis, mais néanmoins, on n'est pas la seule commune à être confrontée aux zones humides, puisque 80% de la Loire-Atlantique est dans zone humide. On avait ce projet, on l'a mis en concept, on a été élu parce qu'on avait ce projet, on le mène au bout, que vous soyez contents. Voilà. Monsieur Le Gall. Je voulais juste rappeler quand même une précision par rapport à la commande publique qui nous a été faite et là pour le coup le travail que l'on a mené, c'est que l'opération, même si elle est imputée vivement, sans compter la résidence senior, donc on est quasiment, nous sur notre programmation, à quasiment 50% de logements aidés. C'est-à-dire qu'on a une partie pour les primo, on a fait un programme qui va être fléché soit en PLS, soit en PLAI ou BRS s'il y a possibilité. Donc ça reste des programmes qui sont voués à un public bien ciblé. Donc effectivement, et on voit aussi que c'est un constat qu'effectivement, il manque aussi cruellement sur les communes du logement libre, c'est-à-dire que de la location libre, il en manque aussi. Et cette location libre, elle passe aussi par des terrains aussi un peu plus petits. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous. La question, c'est que là, ça fait 5 ans qu'on est sur une opération qui n'avance pas et qui est très complexe et qu'on aurait peut-être pu réfléchir autrement. Voilà. Mais ça nous concerne pas, c'est un sujet. Non, mais je voulais rajouter toujours. Pour être comparé à l'aménagement du territoire, c'est pas la seule commune où ils sont depuis 5 ans sur les projets, je vais vous dire. Je vois régulièrement le problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Jacot? On va avoir la parole un petit peu. Vous lirez le lien numéro 97 du 15 mai au 15 juin 2023, l'expression du groupe minoritaire, et vous aurez des réponses par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Et je voulais juste préciser que finalement, à la fin, quand on aura le bilan de cette opération, si elle sort de terre un jour, on verra que le bilan est nettement négatif pour la commune. Et je ne compte pas les 335 000 € là, que la commune dépensera au final, plus la gestion de la zone dont on parle. Donc, voilà. Donc, finalement, vous laisserez aux prochains élus une dette que vous paierez sur la tête des salariés. Écoutez, on n'est pas à ce conseil pour être en campagne. Vous verrez donc à leur venue ce sera nécessaire. Ceci dit, on ne peut pas non plus vous nous prédiser des mauvaises nouvelles. On ne peut pas compter les œufs dans le cul de la poule. On va attendre que ce projet il avance et qu'il soit fait pour savoir où il avance. Voilà, je pense que on va passer maintenant au vote. Je pense que Monsieur Chapeau. Oui, je me permets d'intervenir puisque vous avez évoqué la combat.
On a eu en commission, c'était en intercommission, la commission aménagement et la commission environnement et économique, on a eu une présentation du SCOT, d'ailleurs que vous posez, monsieur le maire, et le SCOT qui va sortir, il n'est pas encore voté, mais qui va sortir pour la fin de l'année, pour le voter au conseil communautaire prochainement. Le SCOT il va dans le sens de la protection des zones humides, il va dans le sens de la loi sur la zéro artificialisation, il va dans le sens des lois qui sont mises en place depuis 2020. Et c'est heureux. Au-delà de l'émotion et des débats passionnés qu'on peut avoir ce soir, il ne s'agit pas d'empêcher les gens de se loger. On est bien d'accord, je rejoins tout ce que disent mes collègues. On est conscient de l'importance de l'habitat dans notre territoire, mais le logiciel que nous avons de l'habitat en pavillon, avec des terrains de 500 mètres carrés, 600 mètres carrés, ce schéma-là, malheureusement, on peut en penser ce qu'on veut, mais il est derrière nous. Aujourd'hui, le foncier est tellement coûteux et tellement rare, et je reviens sur le chiffre, la partie qui a pas 80% de zone humide, la commune du Sévier a un taux important, je ne sais pas les chiffres précis, et ça ne répond pas les chiffres que j'ai en tête, c'est plutôt 20%. Manque de bol, le Sévier fait partie, ce serait très fort qu'on ait les bons chiffres. Là. Moi je préfère qu'on ait les bons chiffres, là on parle de mémoire, ce serait heureux déjà. Oui, tout ce qu'on peut dire en commission urbanisme sur le sujet, monsieur S. Ça mérite, là il est presque 19h30 passé, le sujet est loin d'être, on va voter, hein, mais le sujet est loin d'être entièrement étudié, et il y a beaucoup de choses à dire, et on a beaucoup à apprendre, les uns et les autres. Voilà. Merci de votre réflexion, mais je ne voudrais pas refaire un débat sur la campagne de SCOT, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on revient, l'habitat reste important, puisqu'on donne un certain nombre d'aides, comme le disait, sur les PLU et les PLUI et toutes les constructions possibles par la compa, des sommes importantes. On a aussi si on fait aussi des terrains plus petits, et on est maintenant dans certaines zones sur l'Union, on va être à 40 habitations à l'hectare, sur ici, ça va être 35. Enfin, on a un vrai besoin d'habitat, parce que si on veut développer l'économie, il faut aussi qu'on ait de quoi loger les gens qui vont y travailler. Voilà. Mais bon, ceci dit, on ne sera pas d'accord, on l'a bien compris ce soir. On va passer au vote. Je vais d'abord passer sur la validation de l'avenant 1. Je vais demander à ceux qui ont des procurations de lever les deux mains, parce que, pour qu'on puisse compter. Voilà. Donc, je vous propose de voter à main levée pour approuver l'avenant numéro 1 au traité de concession et ses annexes, m'autoriser à signer l'avenant numéro 1 au traité de concession et ses annexes, ainsi que les actes si afférents. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est bon? Vous avez contre? Pardon? Il n'y a qu'une... D'accord. Donc la libération est prise à majorité des membres présents et représentés. Je vais passer sur la deuxième puisqu'on fait ensemble. Donc je vous propose de voter à main levée, d'autoriser la cession des parcelles AD numéro 0111, 40 et 28P à la société Viabilis Aménagement, désignée concessionnaire d'aménagement du Prieuré. Fixer le nouveau prix de cession à 1 045 000 € hors taxe. M'autorise à signer la promesse synalmatique de vente sous conditions suspensives, l'acte authentique de vente ainsi que toutes les pièces nécessaires relatives à ces dossiers. Qui est contre? 6 contre. Qui est pour? Qui s'abstient? J'avais oublié, pardon. Qui est pour? Non, 5 contre. 5, pardon, c'est 5, pardon. J'ai dit 6. Pour le reste, c'est bon. Ok. Écoutez, M. Nouan, Moussin, merci d'être venu pour ce débat. Il n'était pas inutile.
positif, on a pu s'en rendre compte. Voilà, merci, on va reprendre partie du conseil. Le conseil, donc là, où après pour l'approbation, je n'avais pas fait le vote, on a dit qu'on allait le remettre, donc je reviens sur cette approbation donc, du conseil. Donc est-ce qu'il y avait d'autres remarques à amener à celles que vous avez amenées, M. Chapeau? Sur le PV, il n'y a pas d'autres remarques que vous amenez. Donc qui est contre pour le PV du 1er avril? Qui s'abstient? Qui est pour? Ok, merci. Maintenant, pour les décisions prises par le maire, est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, voilà un certain nombre, mais je crois que c'était... Et donc, je vais passer aux affaires générales. C'est la composition du conseil communautaire pour le mandat de 2026 à 2032. On demande à la COMPAS, et c'est une obligation, que toutes les communes valident le nombre de conseillers communautaires. Par délibération du 4 avril 2019, le conseil communautaire avait adopté un accord local pour la répartition des sièges du conseil communautaire entre les communes membres de la COMPAS pour le présent mandat à 56 sièges. En préparation du prochain mandat, le conseil communautaire et les conseils municipaux des communes doivent se prononcer avant le 31 août prochain s'ils souhaitent maintenir une composition du conseil communautaire dans le cadre d'un accord local conformément aux dispositions de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales. Il est utile de rappeler que sans accord local, la composition du conseil communautaire serait fixée compte tenu de la population à 45 sièges. L'objectif premier de proposition, présenté en conférence des maires le 6 avril 2025, a été de maintenir le nombre de conseillers communautaires à 56 sièges, soit plus 25 par rapport à la règle de droit, tout en conservant une répartition identique à la répartition actuelle. Le conseil communautaire a ainsi délivré dans ce sens à l'unanimité lors de la séance du 20 mars 2025. Je vous propose d'adopter la répartition des sièges au sein du conseil communautaire pour le mandat 2026 à 2032, de la façon dont elle s'affiche à l'écran derrière moi. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à ce vote? C'est reporter la même chose, donc en avoir plus. Bon, pour nous, le CIE, ça ne change rien, c'est toujours 3. Voilà. Bon, je vous propose de voter à main levée pour adopter un accord local de répartition des sièges au sein du conseil communautaire pour le mandat 2026 à 2032 de la façon suivante. Donc je ne vais pas vous relire toutes les avez. Pour le CIE. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Voilà. Donc, sur les actualités générales de la commune, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que hier, on a recruté quelqu'un qui va faire un intérim, puisqu'on a trouvé un directeur des services techniques, mais qui ne viendra parce que l'État fait qu'il est stagiaire et qu'il ne peut pas quitter le poste avant décembre. Donc on a trouvé un intérimaire qui va faire 5 mois le job, parce que ça manque quand même aux équipes techniques. Et voilà. Donc alors il y avait, et je pense que je l'avais dit, on avait monsieur Larose-Philippe qui était notre directeur technique, qui a été remercié et c'est passé en commission au centre de gestion et la faute grave a été reconnue à l'unanimité
et donc on a pu le licencier. Voilà pour ça, je pense que c'est important de vous en informer. Voilà. Donc je laisse la parole à nous, attendez, on est déjà passé là-dessus, donc je vais passer aussi la parole à Michel sur le... Je présente une délibération qui consiste à céder une parcelle, section OE numéro 469. Alors vous avez, je pense, le schéma derrière vous. Cette parcelle en entier concerne une unité pour 630 mètres carrés, elle appartient à la commune, mais on vend que seulement 111 mètres carrés. En fait, c'est la parcelle sur laquelle se situe le centre technique municipal. Voilà toute parcelle de 111 mètres carrés qu'on propose de vendre ce soir est située en zone UE, du PLU de la commune. On a une évaluation de France Domaine qui est de 5 000 euros, et on propose de la vendre pour 4 500 euros, en restant dans le flou, puisque l'évaluation de France Domaine, c'est plus ou moins 10%. Je vous propose donc de voter pour la vente de cette parcelle de 111 mètres carrés. Est-ce qu'il y a une question avant le passage au vote? Monsieur Chateau. C'est un sujet qu'on a bien abordé en commission, mais c'est vrai que je n'ai pas réglé que pour être on avance 500 euros de moins que le prix de l'un, même si c'est réglementaire. Ça fait une parcelle à 40 euros du mètre carré. Je pense que quand vous allez voir la parcelle, vous direz vous-même que 40 euros du mètre carré, c'est cher payé. Alors, je voudrais voilà, par rapport à la réponse, je voudrais nous proposer un vote, et pas uniquement, mais si vous l'acceptez, parce qu'on n'a mis que pour le compromis. Mais ça évite de revenir, si vous êtes d'accord, je voudrais un vote, m'autoriser à signer le compromis et la vente en même temps, on le rectifiera si ça ne vous pose pas de problème. Pose pas de problème. Donc, je vous propose de voter à main levée, m'autoriser à signer le compromis et la vente avec M. Patrick Du, donc pour la somme de 4 500 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci de cette délibération qui est à l'unanimité. Michel. Votre délibération ce soir, c'est le démarrage en fait, de la modification simplifiée numéro 7 du PLU. Alors, cette modification simplifiée numéro 7 touche en fait le secteur du bourg, où il y avait 3 éléments dans ce secteur. Il y avait la zone des chalandiers. Aujourd'hui, cette zone est réglée puisque l'OAP portait sur le nombre de logements des chalandiers. Le deuxième élément de cette OAP, c'était un secteur de retournement qui était un emplacement réservé et qui n'a pas de raison d'être aujourd'hui, puisque quand vous connaissez les lieux, on peut tout à fait retourner sur cette rue des Grands Coteaux, notamment au niveau de l'ancienne maison de retraite. Et le troisième point, c'est de considérer en fait la modification de l'OAP en ce qui concerne le nombre de logements et les accès sur la rue des Mazères, de ce qu'on appelle l'OAP des Grands Coteaux. Donc c'est le démarrage de cette OAP, on l'avait évoqué en commission urbanisme. En commission urbanisme, on nous avait demandé d'aller vérifier la qualité des arbres qui étaient sur la parcelle, je ne sais plus le numéro de la parcelle, mais qui ne fait pas plus de 4 000 mètres carrés. On est passé la semaine dernière avec Jean-Louis Duchamp, l'architecte, M. Lemanque, moi-même, et le propriétaire des lieux. On a constaté qu'il y avait 3 arbres qui méritaient éventuellement d'être répertoriés, ces 3 chênes verts, je crois, etc. Et le reste étant en fait un peu interdit. Donc ces 3 arbres seront ciblés sur la parcelle en question et seront protégés là d'une construction. Donc je vous propose de voter pour entamer cette modification simplifiée numéro 7. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Non? Madame Paladier. J'ai une question parce que la lecture, là vous nous parlez des arbres pour l'OAP du Grand Coteau, mais de ce que je comprends là, c'est juste pour supprimer les accès sur la rue des Mazères. Cette modification-là, c'est pas la modification de l'OAP. Et c'est également pour modifier, parce qu'il y avait un nombre de logements contraints sur le secteur des Grands Coteaux. Là, c'est pas clair. Il y avait un nombre de logements contraints de 18 plus ou moins 20%, qui a été largement dépassé
par l'aménagement de l'ancienne maison de retraite, puisque je crois qu'aujourd'hui il y a 32 logements. Et donc on va revenir sur ce nombre de logements. Du coup, il faut préciser dans la délibération, parce que là, vous dites juste qu'on supprime tout nouvel accès sur le tronçon de la rue des Mazères et par voie de conséquence, modifier l'OAP. Mais en fait, c'est pas que ça, la modification de l'OAP, il y a aussi. C'est aussi le nombre de logements. Oui, voilà. Ok. Donc je vous demande de voter pour décider d'approuver ma décision d'engager une modification simplifiée numéro 7 du plan local urbanique de la commune pour effectuer la suppression d'emplacement réservé numéro 30 dont le bénéficiaire est la commune, de supprimer l'OAP dit le Chalandier et de modifier l'OAP dit les grands coteaux. Autorisé à confier à un prestataire cette modification simplifiée du PLU numéro 7. Instaurer une concertation pendant toute la durée de l'élaboration de la procédure en associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, selon les modalités suivantes. Information sur le site de la commune, publication par voie de presse, mise à disposition d'un registre d'expression en mairie. Me donner autorisation pour signer tout contrat avenant convention de prestation ou de service nécessaire à la mise en œuvre de la modification simplifiée du PLU. Indiquer que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l'exercice considéré. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Qui est pour? Donc merci de cette délibération prise à la majorité. Il y a l'actualité des commissions urbanistes, Michel. Alors, en ce qui concerne la commission urbaniste, la prochaine commission le 10 juin. Mardi 10 juin à 18h. Philippe, c'est ça. Pour les travaux. Bonsoir, Philippe Fassard. Au niveau de l'actualité des travaux, donc on a une commission le 21 mai. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour les principaux faits, donc, on peut parler des chantiers importants qui démarrent très prochainement, notamment l'école élémentaire, donc en juillet 2025. On avait d'ailleurs la commission de choix pour la rénovation ce matin, avec des bonnes surprises qu'on confirmera plus tard, au niveau des réponses financières. Au niveau de la Poste, donc on est en phase préparation depuis le 19 mai jusqu'au 19 juin, et donc on prévoit un démarrage en juillet. La partie gros œuvres. Il y aura d'ailleurs pendant un mois, le parking sera bloqué, ne sera pas accessible pour installer la base vie et la préparation du chantier. C'est un chantier qui prendra 5 à 6 mois, on va dire 6 mois, avec la préparation. Pour l'église, donc chauffage, électricité, chauffage, éclairage, pardon. Donc ce sera en septembre, le démarrage du chantier, septembre jusqu'en novembre. On a aussi la rénovation du réseau d'eau pluviale qui se termine la tranche 3 sur la rue de Laurier, la rue qui part des Volandières pour aller au Togo. Donc c'est un chantier qui va démarrer en juillet normalement. On a quelques petites contraintes avec des riverains qu'il va falloir approfondir, qui peuvent gêner le développement du chantier. On peut aussi parler de la salle de musique qui va être libérée parce qu'on a trouvé une solution provisoire qui va permettre de libérer la salle qui est utilisée en stockage de produits pour la rentrée scolaire. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'école de musique, on peut confirmer. Il y a juste eu un travail sur 2 hypothèses pour les emplacements, parce qu'en fait c'est un modulaire qu'on récupère. Alors, certes c'est une petite surface, mais ça permettra de solutionner provisoirement ces contraintes. Donc, il y aura un petit peu de travail à effectuer, donc, un travail qui sera fait en interne principalement. Le plancher notamment du modulaire qui n'est pas en bon état. Et puis, pour terminer, on peut aussi, on en a parlé en commission de travaux, on va essayer de constituer un groupe de travail sur la cour à végétaliser, la cour de l'école élémentaire, pardon. Donc un groupe de travail qui sera élargi, quoi, avec évidemment les enseignants,
différents membres. Donc voilà, c'est un travail qui peut être intéressant, qui peut permettre à tout le monde de s'impliquer, nos équipes notamment, les équipes des espaces verts, qui sont très intéressées par ce type de projet. La prochaine commission, ce sera le 11 juin. Voilà, j'en ai terminé. Merci Philippe. Donc je vais passer la parole après aux finances pour Benoît Delaunay. On verra après. Sur les travaux, sinon. Il peut y avoir également des questions sur... Alors je voulais juste savoir ce qu'il en était. Normalement, il n'y a pas de questions sur les actualités. C'est pour ça que je souhaitais vous faire remarquer, je vous l'ai déjà fait. D'accord. Donc je le fais aussi. Je pourrais en parler tout à l'heure, c'était quelque chose. Voilà. Donc Benoît. Donc Benoît Delaunay, bonsoir à tous. Donc la délibération ce soir, c'est pour la réalisation du contrat de prêt transformation écologique d'un montant total de 800 000 €, donc souscrit auprès de la Caisse des dépôts, donc qui était prévu au budget, et pour le financement de la rénovation de l'école élémentaire et la réalisation d'une chaufferie biomasse. Voilà, les lignes de prêt concernent donc la transformation écologique. Le montant du prêt est de 800 000 € sur une durée de 20 ans et avec une périodicité trimestrielle. Et le taux d'intérêt est fixé sur l'index du livret A en vigueur, plus 0,4%. Voilà, donc sachant que le livret A actuellement est à 2,4, ça fait un emprunt au taux de 2,8 et qui devrait baisser comme après. Il est annoncé une baisse de la rémunération du livret A dans les semaines à venir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce prêt? Non? Oui, pardon. Sophie Ménoré, mais je n'exprime pas pour moi, c'est une explication de vote, donc une abstention de Jackie Porcher qui souhaite s'abstenir, parce qu'il a déjà vécu ce genre de prêt pour l'EHPAD, et voilà, il n'en a pas un bon retour, on va dire. Ok. Je vous demande de voter à main levée pour m'autoriser à signer le contrat de prêt et dans les conditions de ce contrat à la demande de réalisation de fonds les conditions suivantes. Ligne du prêt, transformation écologique, montant 800 000 €, durée de la phase de préfinancement 0 mois, durée d'amortissement 20 ans, dont différé d'amortissement 0 ans, périodicité des échéances trimestrielles, l'index c'est le livret A, taux d'intérêt actuariel annuel, taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat, plus 0,40, révisable du taux d'intérêt de chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A. Amortissement prioritaire. Absence de mobilisation de la totalité du montant du prêt, autorisée moyennant le paiement d'une pénalité de dédit de 1% calculée sur le montant non mobilisé à l'issue de la phase de mobilisation. Remboursement anticipé, autorisé à une date d'échéance d'intérêt pour toute ou une partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle, typologie, Gisler 1A. C'est pas ce que ça veut dire, mais c'est bien. Commission d'instruction 006, 6 points de base du montant du prêt. Voilà, pour ça. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Aucune abstention. Qui est pour? On remercie de ce vote. Voilà. Ok. L'actualité des commissions finances, Benoît. Donc la prochaine commission finance aura lieu jeudi 5 juin. Ok. Pour les affaires sociales, il y a une petite délibération aussi pour le véhicule. Oui, qui concerne la convention de mise à disposition du minibus de la commune au profit de l'association C'est l'Accueil. Voilà, pour faciliter le transport des personnes accompagnées par l'association
pour se rendre à la distribution gratuite des denrées alimentaires, donc le Resto du Cœur d'Onsty. Donc voilà, on a fait cette convention qui est à peu près la même que pour les autres associations qui utilisent notre minibus. Est-ce qu'il y a des questions, Madame de mémoire, en commission association, on avait justement discuté de revoir les conventions de prêt des véhicules. Donc est-ce que c'est, on avait dit par exemple d'être limité au 44, ou il y avait 2 ou 3 petites choses dont on devait revoir. Est-ce que du coup la convention va être revue ou c'est l'ancienne? Je pense que c'est l'ancienne. Hein. Ah ouais. Oui, on est sur l'ancienne, mais s'il y a une révision, l'ensemble sera revu. Donc je vous propose un vote à main levée pour approuver la mise à disposition gratuite du minibus hors frais de carburant selon le kilométrage parcouru à l'association Salle Accueil, autorisé à signer la convention annexée à la présente délibération entre l'association Salle Accueil et la commune du Céline. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération prise à l'unanimité. L'actualité de commission des affaires sociales. Donc commission sociale lundi prochain, le 2 juin à 18h, et qui sera suivi d'un CCS à 19h. Éducation enfance jeunesse, donc on a confié à Philippe Lessard. Oui, j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps. Donc la commission travaille actuellement sur une nouvelle grille tarifaire pour le temps méridien, repas et pauses méridiennes. Compte tenu du renouvellement du prestataire pour la restauration scolaire, il est à prévoir une augmentation du coût de ce contrat de prestation, l'appel d'offres étant actuellement en cours. Je crois que c'est une augmentation progressive par tranche pour ceux qui vont participer à la commission d'éducation jeunesse en France. Il me semble que c'est ça, c'est par tranche le quotient familial. Oui. Voilà. On est d'accord avec voilà, c'est le sort de tous les plans. Oui. Les prochains conseils d'école auront lieu les 16 et 17 juin. Une réunion est en cours avec l'inspectrice d'académie, les parents d'élèves et les enseignants en vue de la prochaine carte scolaire et des effectifs prévus pour la rentrée prochaine. Il y a effectivement peut-être une possibilité de demande de classes supplémentaires, mais ce n'est pas encore actif. Et le CJC organise le 19 septembre une séance de cinéma en plein air sur l'espace vert derrière la mairie, là où il y a eu le spectacle Broglie samedi matin. Il s'agit d'une première. Nous souhaitons que cela soit une réussite. Voilà la synthèse de Michael David pour l'actualité de l'éducation, de la jeunesse et de l'enfance. Merci Philippe. Vous avez la parole à Sophie pour la commission. Merci, bonsoir. Une actualité un peu dense, hein, forcément, la saison sportive qui touche à sa fin. J'imagine que vous avez tous vu plus ou moins les résultats sportifs de nos différents clubs. Par exemple, pour le basket, les U21 sont en finale de la Coupe départementale, donc ça se joue très bientôt, la semaine prochaine, je crois. Non, le 15 juin. Le foot, l'équipe première monte en R3, ça s'est joué il y a une dizaine de jours, et dispute dans 2 semaines la finale de la Coupe départementale, donc bravo à eux. L'équipe C en senior est championne de son propre groupe et donc monte de division. Pour le badminton, on a l'équipe senior qui monte en D2 et en maintien en N2 pour l'équipe Fagnon. Là, c'est vraiment voilà, il y a plein d'autres choses qui se passent, mais voilà ce qui était les derniers résultats sportifs, on va dire. Au niveau complexe sportif, au Salatimon, il y a un film occultant qui va être posé sur les fenêtres pour un meilleur confort de jeu. Donc là, on parle un petit peu de tous les sports. Quand il y a du soleil, il y a pas mal de gêne en fait au niveau des terrains. Donc ça va être occulté. Il va y avoir l'achat c'est déjà fait, l'achat de poteaux de badminton neufs, donc on attend leur livraison. L'association SSSL, Sport Senior Santé Ligérien, qui rappelle, reçoit mercredi prochain un interclub, donc de tous les sports seniors du département. Donc on va avoir plus de 250 participants dans le complexe sportif.
Au niveau culturel, donc fête de la musique le 14 juin, on a 2 scènes de prévues, donc sur chaque scène 5 groupes. Et au niveau de l'église, on a également l'organiste qui viendra comme il le fait tous les ans et un groupe de gospel. Je suis allée à l'AG de l'outil en main de Ligné avec un des artisans de la commune. C'était une AG très intéressante. En fait, l'AG de l'outil en main de Ligné compte un petit peu sur le Cellier pour amener des bénévoles et potentiellement créer l'outil en main sur la commune du Cellier. Donc le fait qu'il y ait un artisan qui vienne à cet AG, c'est intéressant parce que ça peut permettre peut-être de fédérer et d'essayer qu'il y ait d'autres artisans qui viennent ou d'anciens artisans. Donc je pousse un appel pour qu'il y ait des artisans qui se joignent à nous au niveau de l'outil en main pour qu'on puisse créer une vision sur la commune. Il y a actuellement un enfant du Cellier qui participe, mais l'objectif c'est qu'il y en ait plein parce que c'est très intéressant avec pas mal d'activités qui sont faites. Et la prochaine commission Asso-Culture Sport sera sûrement reportée parce qu'on n'a pas de délibération a priori sur le prochain conseil municipal et une actualité qui s'éteint un petit peu en fin de saison comme ça. Donc a priori on sera surtout sur de l'actualité, donc je vous ferai plutôt un mail, mais n'hésitez pas si vous considérez qu'il faut la maintenir et qu'on a des sujets importants. Je suis à votre écoute, bien entendu. Merci Sophie. Je donne la parole à Jean-Guy pour on dirait le tourisme. Bonsoir à tous, Jean-Guy Gauduchamp. Rapidement, concernant les frelons asiatiques, le piégeage a dû être terminé pour le 15 mai. On en est maintenant donc à recevoir les résultats de façon à ce qu'ils soient envoyés au collectif 44 pour le 15 juin. Deuxièmement, atelier de l'abacaré, comme vous avez pu déjà le voir dans le cours. Donc Madame Cécile Prudhomme, qui travaille le cuir, qui travaille dans la maroquinerie-sellerie, et donc s'est installée au Cellier dans l'ancien local où était le mini-cerise. Cet atelier est ouvert depuis la mi-mai. L'inauguration a eu lieu le vendredi 23 mai. Je n'ai pas pu être présent, mais j'ai rappelé Madame Prudhomme qui était satisfaite de cette inauguration et qui a eu plusieurs contacts. L'atelier est ouvert sur rendez-vous. Permis digitalisé, une nouvelle demande a été faite sur l'ONET, donc nous allons envisager ça avec nos jardiniers, aller sur le terrain et voir comment procéder pour cette régularisation, pour ce nouveau permis digitalisé. Un autre était prévu sur Saint-Main, mais c'était une régularisation. C'était la demande d'une personne dont, autour de sa maison, sur le bord de la route, ce qui est un bien communal, cela avait été tout abîmé par les travaux pour le passage de la fibre. Donc ça ne posait pas de problème pour pouvoir envisager cela, mais la personne m'a rappelé pour me dire qu'elle déménageait. Donc pour l'instant, ce n'est que partie remise. J'ai eu l'occasion de discuter avec les boulangers. Donc la boulangerie du bourg va mieux, hein, étant donné qu'il y avait quelques problèmes suite à l'arrivée de Beckham au rond-point de la Joie. Donc des difficultés en fin d'année 2024 et début 2025. Aujourd'hui ça va mieux, la clientèle est au retour. Le chiffre d'affaires donc a quasiment retrouvé son niveau. Les frais d'exploitation sont améliorés et une nouvelle carte de fidélité a été mise en place pour favoriser la clientèle. J'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes du food truck La Petite Diablotine la semaine dernière. Elles sont très satisfaites depuis qu'elles sont arrivées chez nous, donc depuis le 9 avril, elles sont très satisfaites avec de très bons résultats. Une autre petite information qui va vous faire rire, mais ça fait partie de mon travail, c'est la lutte contre les ragondins. Concernant le cellier, il y a eu simplement cette année 25 prises de ragondins et une prise de rat musqué. Je voudrais quand même simplement donner un ou deux chiffres. Au niveau de la compa, donc là ce sont les résultats 2024. Au niveau de la compa en 2024, il y a eu 2825 prises de ragondins
et sans prise de ramusquer. Un exemple précis quand même, c'est au niveau de la Carène. La Carène, c'est le secteur de Saint-Nazaire, la Brière, ainsi de suite. Tenez-vous bien, ça a été 20 580 ragondins et 492 ramusqués sur l'année 2024. C'est marrant. Alors bien sûr, si je le dis, c'est parce qu'il y a les marins, mais je les ai réalisés en disant que quand la mairie ou les mairies payent 3 euros de la queue, faites le calcul quand vous en avez 25 et quand vous en avez 1000 ou 2000 par commune. Je voulais simplement le rappeler. Voilà. Prochaine commission TVE le mercredi 4 juin à 19h. Merci. Merci Jean-Louis. Donc je donne la parole à Céline pour la communication. Bonsoir, Céline Barrozen. Du coup, nous en cours de recrutement d'une alternante ou alternant pour la prochaine rentrée. Ce sera plus une alternance, mais on attend encore de passer encore quelques entretiens. Mais on avait 3 recrues pour un BTS, plutôt de bonnes recrues. Nouvelle aventure avec Elsa à la rentrée. Il y a un départ de Nathalie avec Rodérel, mais c'est comme ça. Merci. Donc pour les coopérations communales, je ne sais pas si tu as quelque chose sur le territoire d'énergie 44. Très ça, donc pour territoire d'énergie 44, je pense que je vais les inviter à la prochaine commission travaux pour faire un bilan complet sur l'éclairage et donc l'énergie, quoi. Et puis j'ai essayé de travailler avec eux, de voir un petit peu les économies qu'on fera avec la rénovation énergétique de l'école élémentaire. Donc sur la chaufferie biomasse, on peut estimer qu'on aura une économie de 8 000 € par an. Pour le reste, c'est un peu plus complexe, donc voilà, j'ai pas la réponse précise pour le reste, il y a différentes hypothèses pour les panneaux solaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le territoire d'énergie 44. Merci. Une économie de 8 000 sur un budget de combien? Enfin, je m'imagine pas le budget. J'ai pas le chiffre précis, donc je vais dire une bêtise, mais je sais qu'on fera une économie de 8 000 € sur la chaufferie biomasse. Je peux retrouver si tu veux, mais je n'ai pas Oui, alors, pour la compas, je n'étais pas au dernier, donc je ne sais pas si M. Chapeau, vous avez, il y a eu la nouvelle, pour l'aéroport, il a été voté un nouveau gestionnaire de l'aéroport d'Ancenis, voilà, et puis bon, la coopération là, pour le nombre de candidats au conseil communautaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Le prochain conseil communautaire, c'est le 5 juin, je pense. Oui. C'est le même jour d'ailleurs, c'est le même jour de la commission finance. Moi, je ne suis pas assisté non plus au dernier conseil communautaire. Ouais. Ok. Je n'ai pas eu de compte rendu non plus. Donc, voilà. Donc pour le SIVOM, écoutez, c'est pareil, Michael, voilà, pas de nouvelles. On va passer maintenant aux questions orales en hiver. Donc, vous voulez qui veut lire la première question? Moi, c'est l'entraînage. Ça concerne la salle de sport, étant donné que le projet de construction de la sportive est policier, conditionnel à la date de 53 000 de la salle de sport actuelle, parce qu'on avait parlé du sol et éventuellement la rénovation du bar. Est-ce que vous pouvez nous donner les chantiers concernant Alors, actuellement, pour le changement du sol, on en avait parlé, puisqu'on avait dit qu'on attendrait de finir la nouvelle salle avant de refaire le sol. Comme pour l'instant la nouvelle salle est emportée, il n'y a pas eu de budget mis sur l'année 2025 pour le changement du sol, ni pour la rénovation du bar cette année. Mais bon, quand vous évoquez les voitures du bar, elles pourraient être effectuées en régie par nos services techniques. Pour le moment, je n'ai pas de date à vous transmettre, mais pour le sol, ce ne sera pas fait cette année, c'est clair. De mémoire, en commission ASSO, on avait parlé du fait qu'il allait falloir faire des études pour l'histoire d'allemand, quelque chose comme ça. Les études sont très coûteuses également, donc je pense que ça va être un report également de ces études. Ok, deuxième question. Donc, relatif chapeau.
Donc des serres viennent d'être implantées sur des surfaces relativement étendues pour les côtières. Pourrait-on savoir qui a donné les autorisations? Merci. Donc, pourrait-on savoir qui a donné les autorisations de construction? Pourrait-on étudier un plan de développement raisonnable de ce type de structure qui impacte fortement le paysage et l'environnement de notre commune? Merci. Alors, je vais donner la parole à Michel Bett qui va vous répondre. Alors, ce sujet a été évoqué lors de notre commission urbanisme le lundi 13 mars 2023 et ça concernait en fait la construction de 33 974 mètres carrés de serre, donc presque 4 hectares. Ces constructions ont lieu donc sur la route de Mauves et il était dit dans ce projet que des arbres seraient plantés le long de la limite parcellaire ouest et également une haie le long de la limite sud. L'autorisation, donc le permis de construire, a été accordé par le service instructeur de la Compa, je l'ai sous les yeux, il a été accordé le 16 août 2023 par le service instructeur de la Compa. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Une partie de la question, c'est la planification. Est-ce que Arachide, qui est sociétaire agricole, il pourra continuer à étendre les serres? Il faudra qu'il fasse un nouveau permis s'il veut faire autre chose. Là, il a un permis pour ce qui a été, autorisé. Donc, s'il veut refaire des serres, il faudra qu'il redemande un nouveau permis. Monsieur Bien. Oui, ouais, par rapport à ce dossier, je n'ai pas des souvenirs très précis, mais il me semble qu'en commission, on n'avait pas eu de débat là-dessus, parce que tout était déjà ficelé. Donc, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, mais il me semble bien. Ce qui n'empêche qu'on n'a jamais débattu non plus en commission urbanisme sur le fait que voilà, c'est des opérations très impactantes sur les paysages et qu'une réflexion globale est nécessaire si on ne veut pas devenir un paysage comme la chapelle d'Asmer ou Saint-Julien-de-Concert. Oui, enfin, il y en a très peu sur le cellier, mais je suis d'accord qu'il ne faut pas les étendre. Il se trouve que, à titre personnel, on les voit effectivement qu'on voit à Mauves, mais c'est vraiment en fond de parcelle et on sait. Mais je partage votre avis sur Saint-Julien-de-Concert et la Soulette, je fais partie des cités paysages et on interdit maintenant les serres aussi sur la Soulette ou ces coins-là. Parce qu'il y en a là par contre, je pense que ça va aussi avec l'économie de la personne qui exploite ces serres. Voilà. Donc la question suivante. Juste, c'est le retour des habitants qu'on a eu aussi. On est porte-parole de certains habitants. Enfin, de tous les habitants. La troisième question. Lors de la réunion des usagers de la Loire organisée par Voies Navigables de France mercredi dernier, une régularisation des activités sportives nautiques avec des engins à moteur, jet ski, ski nautique, vous pouvez tracter, activité aujourd'hui interdite aux particuliers au niveau du cellier. Elle est juste seulement autorisée à une association qui n'existe plus, donc normalement la pratique est interdite. Donc cette régularisation a été a priori annoncée lors de cette réunion. Avez-vous des précisions à nous donner? Et deuxième question, quelles seront les conséquences au niveau dérangement des autres usagers de la Loire, des riverains, de l'environnement, si cette activité augmente encore à cause de cette régularisation? Alors, je vais donner la parole à Jean-Guy, mais avant, je voulais vous dire que j'étais déjà intervenu sur ce sujet-là. Vous aviez déjà intervenu sur le fait qu'on a mis des arrêtés sur le bord de la cale Francis Poul et que c'était la police plus simple, vous aviez à répondre. Mais je vais donner un complément d'information avec Jean-Guy qui a étudié la question. Oui, Jean-Yves Puchon, donc merci. Je vais répondre à cette question. Donc, il est un fait que mercredi 21 mai, donc j'ai assisté à la DDDM, donc à une réunion organisée par BNF concernant donc, ces problèmes par les usagers sur la Loire. Auparavant, j'avais eu l'occasion de rencontrer un riverain, une personne de Vendel,
qui fait partie d'un collectif concernant ces fameuses nuisances sonores et me parlant aussi de la dangerosité sur le Loir occasionnée par certaines activités nautiques, le ski nautique, les jet skis, les bouées. Donc ce problème, j'en ai parlé en réunion. Ce qui m'a été rapporté donc par VNF, d'une part, normalement aucune activité n'est autorisée entre l'île Neuve et l'île Perdue. Je vous rapporte ce qu'on m'a dit là-bas. À proximité, la pratique de ces sports peut se faire par contre, ils sont concernant le jet ski, ces activités se font au niveau de Meaux-sur-Loire. Le RPP, c'est-à-dire le règlement particulier de police de la navigation de la Loire, est actuellement en révision. Ok. Je parle pas WWF, mais VNF s'est engagé à travailler sur ce sujet, précisant cependant que ce sujet de conflit d'usage est effectivement très complexe. Ils ont indiqué que le rappel de la réglementation devait être fait aussi par la police fluviale ou la police municipale. Il est important de rappeler que la commune du Cellier, ça je l'ai rappelé, se situe dans une zone protégée, Natura 2000, avec notre fameux verrou d'Orient-Chaud et les Félicitaires. Voilà, donc pour l'instant, j'ai oublié de dire une chose, c'est que ce règlement est actuellement en révision. Il va y avoir une consultation vers le mois de juin-juillet, et ensuite un rendu sera fait en fin d'année. Voilà. Mais pour l'instant, VNF, alors j'ai pu comprendre que certaines personnes de VNF étaient pour stopper ces difficultés concernant les jet sets et les jet skis, mais d'autres personnes sont pour le développement du ski nautique. Monsieur Gann. J'ai eu l'ordre de VNF cet après-midi. Bon, jet set, c'est jet ski. Je disais que j'avais eu l'ordre de VNF cet après-midi. Oui. Donc il est chargé de ce dossier à VNF, qui m'a indiqué effectivement qu'il y avait un projet de régularisation des activités au droit du Cellier, et que si on n'agit pas, que ce soit les communes ou les activités autres, ça se fera, parce qu'il y a des gens qui soutiennent ça. Alors je ne sais pas encore au sein de VNF ou ailleurs, mais en tout cas, c'est bien parti pour. Donc ça veut dire qu'on a une nuisance au niveau de la sécurité, tu l'as dit, notamment sur des activités nautiques touristiques qu'on peut avoir ici au Cellier, et puis les riverains du bord de Loire, et puis les activités qu'on peut avoir sur la Loire à vélo et autres. Donc je pense qu'il est important que la commune se mobilise pour essayer de faire changer cette régularisation, là, parce que je pense que c'est un danger pour nous, pour la commune, d'avoir ça, et si on ne fait rien, ça se fera automatiquement. Donc j'ai demandé quand aura lieu cette concertation. Elle aura lieu effectivement cet été a priori, parce que là il termine le RPP sur la Seine, on finit sur la Marne, et donc ils vont entamer la Loire juste après. Donc tout était déjà plus ou moins écrit, donc il va falloir être très réactif. J'ai demandé à ce que ça ne soit pas seulement sur l'été, c'est bien gentil, mais c'est difficile de se mobiliser sur l'été, donc elle a entendu qu'il fallait peut-être le faire aussi sur septembre, donc j'espère que ça sera effectif, je ne sais rien. Moi j'ai mobilisé de mon côté d'autres acteurs. J'ai inclus le Conservatoire des espaces naturels et de la Loire pour leur indiquer ça. Ils n'étaient pas présents à la réunion mercredi. Donc on va de leur côté. J'ai aussi mobilisé les associations environnementales. Donc j'espère que la commune pourra aussi le faire de son côté. Merci. Monsieur Gann, alors je voudrais vous dire, on vous posait des questions, vous avez déjà les réponses, donc ça c'est bien. Je voulais vous dire aussi que malgré tout ce que vous pourra faire, nous, communes et autres, si la brigade fluviale ne vient pas le samedi et le dimanche parce qu'ils ne travaillent pas, il y aura toujours des composants sur la Loire malgré tout ce qu'on peut faire. Je suis désolé, c'est pas dans l'idée, mais je veux dire, il y a des gens qui ne respectent pas la loi
et qui ne lisent pas non plus les panneaux et autres. Et bon, bref, c'est pas pour faire polémique, mais ce sera toujours difficile. Il y aura malheureusement toujours des gens qui iront très vite et qui passeront, parce qu'ils ont le droit quand même de remonter en bateau, mais ils doivent être au pas. Je sais, enfin, on sait tout ça quand même, mais difficile d'agir, nous, en tant que, enfin, si ce n'est que dans des réunions comme ça, où on va et on met, mais je peux vous dire que c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de contrôle. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est qu'il faut, lors de cette concertation, que la commune dise, je ne vais pas prendre la décision à votre place, mais je veux dire, il faut qu'on montre que la commune n'est pas favorable à ce genre de pratique. Après, aujourd'hui, il y a effectivement des pratiques. La brigade fluviale est passée apparemment l'été dernier un peu plus que d'habitude, parce que les riverains les ont appelés. Mais si c'est régularisé, n'importe qui là viendra et il y en aura de plus en plus. Et la brigade fluviale ne pourra plus agir, puisque la loi sera avec les particuliers. D'ailleurs, on a, dans cette œuvre-là, quelque part, en enlevant le ponton, c'était aussi, en ne le remettant pas, plutôt, c'était aussi une façon d'éviter d'avoir aussi plein de gens qui venaient mettre les bateaux au Sénégal. Juste pour compléter là-dessus, je regarde Céline, mais est-ce que ces dates-là de consultation, elles peuvent être mises dans le lien sur Intramuros pour que les gens aient l'info, parce que c'est le genre d'information qui reste sur le site de VNF et puis personne ne les voit. Quoi. Ok, écoutez, je vous remercie de votre participation à ce conseil. La séance est levée, il est 20h25 et le prochain conseil se tiendra le mardi 24 juin à 18h30 et si la chaleur nous a assoiffés, il y a un petit peu la séance.